On n'en finit pas d'être surpris, interloqué, parfois choqué des propos de Donald Trump, notamment de ses récentes attaques contre les Européens et les Ukrainiens. Hier encore, il a traité Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection. Il a rejeté la responsabilité de l'invasion russe sur l'Ukraine. On est aussi interpellé par les méthodes de négociation de l'administration Trump qui donne la part belle à la Russie, qui multiplie les concessions à Vladimir Poutine pour rétablir un dialogue direct entre Washington et Moscou. Mais finalement, on ne peut être que totalement désarmé si on ne connaît pas l'histoire de la relation entre Donald Trump et l'Union soviétique, la Russie, les Russes et Vladimir Poutine. Parce que dans cette longue histoire, Donald Trump est bien plus prévisible que ce qu'on pourrait croire. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau sur cette chaîne Régis Janté, un homme qui connaît très bien cette histoire. Bonjour Régis. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Aujourd'hui, on va parler de ton livre Notre homme à Washington, donc qui a été publié aux éditions Grasset en octobre 2024. Ouais. Et dans ce livre, en fait, tu reviens sur 40 ans, plus de 40 ans d'histoire, où tu analyses cette relation intime entre Donald Trump et les Soviétiques, les Russes, la Russie. Alors, déjà, une question qui a trait à l'actualité. Tout ce qu'on est en train de voir en ce moment, et donc tout ce qui émane de la Maison-Blanche, pour toi, est-ce que ça va véritablement dans le sens du Kremlin? Est-ce que ça va vraiment dans le sens d'un projet qui aurait été édicté par le Kremlin? Oui, non, absolument. Je crois que ça crève les yeux la manière, comme tu le rappelais, dont il casse Zelensky, il casse son image en traitant de dictateur, en donnant des faux chiffres, qui sont d'ailleurs ceux que donne aussi la Russie sur les soi-disant 4% de la population ukrainienne qui soutiendrait Zelensky, en étant d'accord avec Poutine sur le fait que Zelensky doit partir et que c'est pas avec lui qu'on doit construire l'Ukraine d'après-guerre en quelque sorte, etc., etc. C'est-à-dire tout le narratif, comme on dit aujourd'hui, va dans le sens du Kremlin. Le Trump connu, soi-disant, je crois qu'on exagère beaucoup sur son art du deal, on veut tout faire passer par là, mais ce qu'il utilise bien sûr, mais quand même ça sert aussi à cacher d'autres réalités, et en l'occurrence, le fait qu'il demanderait toujours beaucoup trop pour finalement obtenir un petit quelque chose qui serve les intérêts de son pays éventuellement, qu'est-ce qu'il demande de la Russie? Il y a aucune demande, pour le coup, il y a pas d'art du deal, donc ça, c'est, oui, je crois que ça va vraiment dans ce sens, et c'était effectivement très prévisible, même si, bon, faire des prévisions, c'est toujours compliqué. Il y a toujours plein de facteurs qui débordent aussi Monsieur Trump, les intérêts de la Russie, des États-Unis, le comportement de la Russie de Monsieur Poutine, les problèmes de politique interne. Sans doute que tout le monde n'est pas d'accord dans l'équipe de Trump sur la manière de considérer la question russe et ukrainienne, donc, etc. Tout ça, évidemment, se fait avec beaucoup de nuances et beaucoup de subtilité, parce que ce que tu expliques dans ton livre, c'est que Donald Trump n'est pas forcément un agent, donc des Non, Soviétiques et puis ensuite des Russes, mais le terme que tu emploies, c'est qu'il a été cultivé pendant ces 40 années, et c'est qu'on ça. parle en fait plus de connivence entre Donald Trump et Vladimir Poutine, entre Donald Trump et les Russes, que de projets conscients. Lorsque je suis allé aux États-Unis pour travailler sur ce livre aussi, il y a un an à peu près, au mois de mars de l'an passé, mars-avril, des gens de la communauté du renseignement américain me disaient que, selon eux, selon les informations qu'ils avaient récoltées, les services soviétiques puis russes parlaient de contacts confidentiels, qui fait partie du vocabulaire des services russes. Donc le contact confidentiel, effectivement, c'est pas un agent, c'est pas quelqu'un qui est rémunéré pour rapporter de l'information ou faire un travail d'influence, c'est quelqu'un qu'on cultive, qu'on aide dans son parcours financièrement, ou bien en aidant, en ce qui concerne Trump, en aidant à lui donner une image de superstar, de la jet set politico, financière mondiale, quoi, globale. Donc c'est plutôt ça. Et c'est vrai que j'ai tendance à voir après ce travail qu'un travail d'enquête, mais surtout je suis quand même aussi beaucoup allé lire et discuter avec des acteurs, des gens de différents, des diplomates, des gens de la communauté du renseignement, des gens de la politique, des think tanks américains. Aux États-Unis. Bon, ce que j'ai pris, c'est bon, ce qu'on a dans le rapport Mueller, le rapport du Sénat sur l'ingérence russe en 2015-2016, etc., des livres d'investigation russes, et j'essaie de redonner une biographie aussi excellente de Monsieur Trump, donc pour le replacer dans son jus américain, pour pas regarder Trump uniquement à travers la Russie. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que vis-à-vis de la Russie, il y a deux niveaux. Il y a un niveau où il est cultivé, donc là, il y a des gens qui agissent, et j'ai fait dans mon livre une sorte de galerie de portraits qui est très impressionnante, pas mon livre, mais celle qui existe de fait,
l'aide réellement de gens notamment qui sont à la fois très hauts dans la hiérarchie mafieuse, des fils de très grands mafieux ou des très grands mafieux eux-mêmes qui ont pu être exilés dans les années 70-80 à Brighton Beach, aux États-Unis, lorsqu'il y a eu des premières sorties autorisées de l'URSS, où on retrouve des portraits, notamment celui qui va donner le titre de mon livre. C'est pas moi qui ai inventé ce titre, c'est un type qui s'appelle Félix Sater, qui est le fils d'un grand mafieux qui lui était exilé. Sater est né à Brighton Beach, je crois, aux États-Unis, en tout cas à New York, et qui cultive aussi des relations à très haut niveau dans les services de sécurité. Parce que quand on connaît bien l'histoire de la Russie, on sait que les goulags ont été le lieu de formation de la pègre, du monde criminel, de la mafia, disons, et que cette mafia n'est pas du tout indépendante de l'État. Elle marche pas en parallèle, elle est greffée dessus, elle en est presque un appendice en quelque sorte. Donc le plus grand mafieux russe, Mogilevich, est quelqu'un qui est complètement inséré dans les réseaux du pouvoir russe. Et c'est ces gens-là qui ont pu approcher Trump et qui en même temps fricotent, si j'ose dire, ou font partie du système russe et notamment des services de sécurité. Donc ça, c'est le Trump qui est tenu, à qui on a donné de l'argent par la mafia, chacun jouant son intérêt. La mafia avait besoin de blanchir de l'argent, mais c'est aussi de la mafia qui arrive, ou des milliardaires russes à des moments clés où Trump est sur au bord de la faillite et on vient le renflouer, quoi. Donc ça, c'est la manière dont il est tenu, probablement. Les histoires de sexe, tout ça, sont pas vraies. Enfin, il y en a peut-être, mais c'est pas avec ça qu'il est tenu, certainement. Et puis l'autre aspect qui est concomitant, qui va avec, mais qui est peut-être encore plus important, c'est le fait que on pourrait dire l'ADN politique de Trump, ce qu'il est, le monde d'où il vient, son père, compagnon de route des Ku Klux Klan, quelqu'un, bon, au fond très républicain, même s'il a pu imaginer à un moment donné Trump qu'il briguerait un mandat pour les démocrates, mais bon, qui est isolationniste, qui a peu de sympathie pour la démocratie, c'est pas d'hier, qui ne jure que par les grands États, les rapports de force dans le monde. C'est une vision du monde qui le rend aussi compatible avec la Russie de Vladimir Poutine notamment, ou avec l'URSS autrefois. Hein. Dès 1984, on voit un Trump qui est très complaisant à l'égard de l'URSS, et j'ai bien cherché d'ailleurs, et sur 40 ans, il n'y a pas une seule vraie déclaration où on a l'impression que Trump est dur avec Moscou. Il est en permanence en train de leur servir le discours qu'ils ont envie d'entendre à Moscou. Et c'est ça, c'est vraiment la force de ton livre, c'est de faire remarquer que cette relation, en tout cas cette fascination de Donald Trump pour l'Union soviétique et pour les Russes, pour la grande puissance de Moscou, eh bien, elle remonte déjà aux années 70. Donc évidemment, Oui, on connaît son histoire avec Ivana, qui était de nationalité tchécoslovaque. oui, Et puis, évidemment, il y a ce grand moment de juillet 1987, ce oui. premier voyage à Moscou, que là, pour le coup, tu présentes comme une opération quasiment de recrutement. Oui, c'est ce que m'ont expliqué à la fois des gens qui ont travaillé pendant très longtemps dans les services de sécurité américains et qui ont donc pas forcément eu affaire directement au dossier, mais qui le connaissent, etc. Et puis ce qu'on lit dans plusieurs enquêtes journalistiques, notamment avec moult détails et qui racontent. Donc c'est une vraie opération du KGB pour l'attirer à Moscou, envisager le projet de construction d'une Trump Tower, d'une tour Trump à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, enfin Leningrad à l'époque, ce qui va pas se faire. Ce qui est sûr, c'est que dans la foulée de ce voyage, on a des gens et à Moscou et aux États-Unis, plutôt des gens qui sont dans les mains des soviétiques à l'époque, qui disent mais ce garçon-là est tout à fait présidentiable et nous on pense que ça ferait un bon candidat. Donc déjà, et deuxièmement, quelques mois plus tard, en septembre, donc 3 mois après son retour, 2 mois après son retour, il achète pour 94 000 dollars une page dans le New York Times, le Washington Post et le Boston Globe, donc 3 très très grands journaux américains, où il publie une lettre ouverte aux Américains en disant il faut cesser de financer notamment la défense des gens de l'OTAN. Donc Trump, qui est toujours présenté comme imprévisible, ce qu'on dit beaucoup dans nos médias, en réalité, du point de vue de Moscou, il est très prévisible à bien des égards, et c'est pour ça que M. Poutine, comme souvent, dit le contraire de ce qu'il pense, et en l'occurrence, lorsque son journaliste préféré à Moscou lui demandait ces derniers mois, vous préférez qui, Biden ou Harris ou Trump, et à chaque fois il disait, oh, je préfère Biden ou Harris ensuite, parce qu'ils sont très prévisibles. En réalité, c'était le contraire, évidemment. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
Ouais, ouais, mais donc malgré ses premières prises de position dans les années 1980, Donald Trump ne se lance en politique que très tard. Et d'ailleurs, pendant un très longtemps, eh bien, il cultive cette image d'homme libéral, d'homme de gauche. C'est un grand soutien du Parti démocrate, c'est un grand soutien des Clinton. Et il y a aussi évidemment cette histoire avec Ron McCoy, donc l'avocat qui avait été un des architectes de l'ère McCarthyiste. Mais ça, tu expliques que c'était plutôt une alliance de circonstances, une alliance qui a façonné la stratégie de négociation et la stratégie de business de Donald Trump, mais pas forcément son corpus idéologique. Mais en tout cas, pendant toutes ces années, donc 1990, 2000 et début des années 2010, Donald Trump ne fait pas de la politique au sens propre du terme, Mhm. mais il reste dans un écosystème qui est intimement lié à la Russie, intimement lié aux Russes. Donc au début, on parle C'est évidemment ça. de ces mafieux rouges de Brighton Beach, mais ensuite on voit que, eh bien, il y a des hommes d'affaires russes qui interviennent à des moments clés de sa vie pour racheter des dettes, pour investir dans ces projets immobiliers plus ou moins foireux. Mhm. Et il y a aussi évidemment cette relation assez louche avec la Deutsche Bank qui est aussi Ouais. une institution qui a un lien très particulier avec la Russie. Donc on voit que il reste dans cet écosystème pendant toutes ces années. Oui, c'est ça. Et c'est là qu'il est cultivé en quelque sorte. Encore une fois, où chacun peut jouer ses cartes, mais ça marche comme ça, la politique. Un mafieux, bah, il gère son portefeuille, il a besoin de blanchir de l'argent, donc il va dans les casinos de Monsieur Trump, pas forcément en pensant politique, en pensant à ses propres affaires. Mais effectivement, un mafieux derrière l'épaule de n'importe quel mafieux rouge, il y a toujours un KGB. C'est ce qu'on voit avec plusieurs personnes. On sait qui les a fait monter, quelles relations ils avaient à Moscou au KGB, FSB, etc. quoi. Donc effectivement, c'est un écosystème. C'est sans doute un des bons mots qu'on emploie souvent aujourd'hui, mais ça fait sens. Ça veut pas dire que voilà. Bon, sans doute qu'on l'a évidemment cultivé très tôt. Dès les services tchèques, on sait qu'il y a des dossiers sur Trump, il y a des témoignages là-dessus. Mais ensuite, voilà, c'est des relations comme ça. Et puis au moment opportun, eh bien, les gens reviennent. Et c'est ce qui donne donc le lieu au titre de mon livre, puisque ce Félix Sater dont je parlais tout à l'heure, eh bien, a cultivé Monsieur Trump à plusieurs moments de sa carrière. À un moment donné, il a une carte de visite comme conseiller spécial de la Trump Organization, du président de la Trump Organization, Donald Trump. Et puis il doit partir parce qu'il y a des soupçons justement de relations avec les Russes et de corruption. Et c'est quelqu'un qui ressurgit par exemple en 2015 au moment où Trump se lance dans les primaires républicaines pour briguer la présidence américaine, qui va le porter au pouvoir donc. Et il lui dit enfin il repropose à nouveau un projet de Trump Tower à Moscou. Et dans un email qui a été sorti par les moyens de l'enquête enfin l'enquête de Mueller, donc pour le département de la justice américain, donc des très gros moyens qui leur permettent voilà d'accéder à ce genre de documents. Félix Sater dit à ses interlocuteurs à Moscou, nous sommes en mesure d'imposer, enfin il serait possible d'imposer notre homme à la Maison Blanche, Donald Trump, donc je vais convaincre Vladimir Poutine de nous aider dans cette affaire. Donc c'est pas un projet de Poutine, mais on voit à un moment donné justement que cet écosystème fait que les liens se créent. Et on voit ça avec d'autres personnages. À ce moment-là, c'est assez impressionnant ce qui se passe en 2015-2016, qu'on voit une galerie de personnages, un agent, non pas, enfin un agent, un officier rémunéré, disons, du GRU qui travaille pour l'oligarque Oleg Deripaska, qui en même temps est très proche, a employé, en le payant des millions, Paul Manafort, qui va être un des conseillers dans la stratégie de communication de Donald Trump, au plus près de Donald Trump, qu'on connaît d'ailleurs en Ukraine, parce qu'il avait été aussi conseiller de Yanukovych. Et donc là, on a Exact. au moment où cette chose arrive, eh ben, on voit cet agent du GRU, donc des services de renseignement militaires russes qui sont très puissants, qui travaillent à titre privé apparemment pour cet oligarque Deripaska, qui revient à ce moment-là, qui se rappelle au souvenir de Manafort au moment où Manafort intègre l'équipe de campagne de Donald Trump. Et tout est comme ça. Et ça, c'est une description de ce dont tu parles sous le vocable de écosystème cultivé pendant les années 2000, 2010, 2000, 2020. Mais donc malgré cette connivence et malgré aussi ce soutien donc plus ou moins direct de cet écosystème russe à la candidature de Trump en 2015-2016, eh bien le premier mandat est frustrant. Le premier mandat est frustrant à la fois pour l'équipe de Donald Trump et sans doute pour Donald Trump lui-même puisqu'il n'est pas arrivé préparé pour exercer Ouais. le pouvoir, mais aussi sans doute aussi du point de vue du Kremlin. Oui, exactement.
Exactement, parce que il y avait ce qu'on appelait, c'est l'affaire est connue à présent, ce qu'on appelait les adults in the room, les vieux fonctionnaires, hauts fonctionnaires, serviteurs de l'État américain, républicain, les John Bolton, les Mattis, le ministre de la Défense, Pompeo. En fait, il n'était pas préparé pour prendre le pouvoir. Le soir d'élection, la lettre, enfin le discours n'est pas écrit, il faut le griffonner sur un coin de table parce qu'il s'attendait vraiment pas à cette victoire. Donc ils doivent composer avec tout l'establishment américain qui lui est porteur des intérêts américains, bon, tels qu'ils les entendent, certes, mais c'est quelque chose de très structuré, très ancré. Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu du deuxième mandat, et c'est ce qu'on est en train de voir, c'est que justement, comme il avait été entravé dans le premier mandat, eh bien pour le deuxième, on est en train de faire un grand ménage au point de vouloir démanteler, par exemple, la CIA, et pour ce faire, on utilise des techniques en disant, ah, très bien, nous allons révéler, déclassifier tous les documents sur l'assassinat de Kennedy ou de Martin Luther King. Et ça, c'est peu importe ce qu'il y a dedans. En fait, l'idée, c'est de dire, ah, vous voyez, il y a des choses pas claires, etc. Et donc, c'est de casser ce que Trump appelle l'état profond, quoi. Et justement, pour mieux s'en débarrasser, avec d'autres choses aussi qui me semblent très importantes en ce moment et qui expliquent peut-être, en tout cas, c'est ce que moi, j'amène comme hypothèse dans mon livre avec, voilà, mon expérience sur le fonctionnement des régimes autoritaires, parce que j'en ai plein dans ma région, dans la région que je couvre, c'est que Trump veut faire réinterpréter la Constitution américaine, notamment son article 2, pour pouvoir concentrer les pouvoirs dans les mains du président, d'où un certain nombre de nominations de juges à la Cour suprême lors du premier mandat. Et on assistera peut-être à d'autres nominations dans les temps qui viennent pour verrouiller le système judiciaire américain qui permet d'établir quelque chose qui serait plus une démocratie. Et si les États-Unis passent d'une démocratie à autre chose, une non-démocratie, que ce soit peut-être pas une dictature, mais un régime autoritaire, illibéral, très présidentiel, etc., eh bien, Trump va avoir besoin sur la scène internationale pour être reconnu d'avoir une sorte de soutien de ces nouveaux pairs qui seraient les Vladimir Poutine, les Orban, peut-être dans une certaine mesure la Chine. On voit d'ailleurs que le Trump sur la Chine n'est pas le même que le Trump, enfin en 2016, et n'est pas le même que le Trump sur la Chine en 2024, par exemple. C'est très différent et je suis pas certain qu'il sera aussi dur. Et on voit que là où il est le plus dur aujourd'hui, c'est plutôt avec les Européens, avec le Canada, avec le Mexique, plutôt qu'avec Oui, la parce Chine. que tu écris donc que de cette relation, eh bien, il résulte une convergence de vues qui l'unit à Vladimir Poutine et à d'autres dictateurs et populistes, l'aversion pour la démocratie représentative, la passion pour la grandeur de l'État, le mépris des peuples qui va avec, le culte de la force, ou encore la soumission de la vérité à la politique. Et c'est véritablement ça qui est en train de se passer. C'est ce que tu décrivais très Mhm. bien à l'instant, et c'est fondamentalement le risque principal qui pèse non seulement sur la démocratie européenne, mais aussi sur la relation transatlantique et sur la résilience des régimes démocratiques en Europe. Oui, effectivement. Il y a sans doute une part d'instinct sur le type de pouvoir qu'il veut faire, mais je crois aussi que, encore une fois, tous les États-Unis qu'on est, et ça, je crois que c'est comme ça que fonctionne quand même beaucoup la vie internationale, c'est quand même que les démocraties ont besoin de se faire coopter par d'autres démocraties et les régimes autoritaires par d'autres régimes autoritaires, ce qui n'empêche pas les uns et les autres de pouvoir collaborer pour servir leurs intérêts propres en tant que politiciens et aussi en tant qu'État pour servir les intérêts de leur État certainement, mais ça je crois que c'est une dimension vraiment très très importante qui est une sorte de constante un peu souple, hein, ça fonctionne de diverses manières, mais de constante de la vie internationale, quoi. Et donc on sent il a besoin de ça parce qu'il sera forcément critiqué par la France, par l'Allemagne, donc il a besoin de cette forme de collusion avec un régime comme celui de Monsieur Poutine, par exemple, effectivement. Comment est-ce que tu replaces donc dans cette longue enquête des relations de cette connivence entre Donald Trump et les Russes, comment est-ce que tu replaces la relation avec Elon Musk et avec les oligarques de la tech? Donc maintenant, aux États-Unis, on parle de broligarchy. Mhm. Euh, Est-ce que Elon Musk vient en complément de cette relation de Donald Trump avec la Russie, ou est-ce que c'est un phénomène exogène dans cette bulle Trump?
Je suis vraiment pas un spécialiste des États-Unis, mais ce que j'ai pu lire, ce dont j'ai pu parler, j'ai l'impression que c'est plutôt effectivement quelque chose qui vient se greffer sur ça. C'est-à-dire qu'il y a Trump, bah, le Trump 1 qu'on a vu, qui avait très envie effectivement de cette connivence avec la Russie, ce fameux, par exemple, fameuse rencontre, la deuxième physique entre Trump et Poutine à Helsinki en 2018, et où devant les caméras et à l'étonnement, l'ébahissement, y compris de son équipe d'ailleurs, Trump désavoue l'ensemble des services de sécurité et des enquêtes très sérieuses dont on ne peut pas avoir de doute sur le fond, à l'époque sur l'ingérence russe dans la campagne de 2015-2016, et dire bon, Monsieur Poutine vient de m'expliquer qu'il y était pour rien, donc bon, j'ai toute raison de le croire. Bon, voilà, on sait très bien que Monsieur Poutine ment beaucoup, et puis voilà, il sert les intérêts de son État, donc il n'est pas là pour servir ceux des États-Unis, quoi. Donc ça avait beaucoup inquiété, quoi. Et donc j'ai l'impression que voilà, la Silicon Valley, c'est leur propre logique, et pour une part enracinée certainement dans leur business model, on pourrait dire. Donc besoin de pas d'entrave, etc. La fâche entre Musk et Biden vient sans doute de la volonté de Biden de taxer un peu ces GAFA. Et puis d'un autre côté, peut-être aussi une sorte d'ipséité, enfin des choses qui est propre à ces gens-là, la fameuse mafia PayPal, le fait que ces gens, pour une part, viennent d'Afrique du Sud, donc ils viennent avec leur propre bagage idéologique, leur propre vécu en quelque sorte, quoi. Donc par rapport à la Russie, ça leur convient très bien pour le moment, mais c'est pas sûr que ça fonctionnera toujours. Il y a des histoires avec Musk lorsqu'il veut lancer SpaceX, donc son idée c'était de faire des fusées à moins cher en fait. Donc à un moment donné, il envisage d'aller en Russie. Il va d'ailleurs en Russie pour voir ce qu'il peut faire, puisque là-bas tout coûte moins cher, il y a une vraie industrie de l'espace, etc. Et puis il en revient très déçu parce qu'il dit bon, on peut pas parler avec les fonctionnaires russes, faut boire de la vodka. Enfin, il est vraiment pas dans le même monde, quoi. Donc voilà, l'histoire s'est arrêtée Et, là. et pour terminer sur le sujet de la guerre russe en Ukraine, Euh, donc, tu as mentionné cette rencontre d'Helsinki en 2018, cette rencontre d'Helsinki qui est vraiment restée dans les mémoires, hein. Et on a aussi cette anecdote de l'ancien Premier ministre australien qui disait que Donald Trump qui rencontre Vladimir Poutine, c'est comme un enfant qui va au collège et qui rencontre le capitaine de l'équipe de foot. Il est véritablement en extase devant son idole. Là, on annonce une nouvelle rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine d'ici la fin du mois de février, donc dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et à ton avis, qu'est-ce que ça va produire sur le règlement de la guerre russe en Ukraine? Bah, j'espère me tromper, mais j'ai quand même, comme tout le monde, hein, je suis pas original de ce point de vue-là. Tous les signes qui sont envoyés montrent qu'il y a une volonté de régler ce conflit à la faveur de Moscou. C'est-à-dire que là où d'habitude Trump va mettre la barre très haute, avec un coup de provocation, etc., parfois pour, euh, pour négocier, bah là, il met la barre très basse. Il demande rien aux Russes. En fait, il y a presque aucune concession, sinon que c'est les Russes qui disent qu'éventuellement ils donneront quelques gisements dans l'Arctique, mais c'est aussi dans leur intérêt, parce que les Russes n'ont pas la technologie pour forer en eau profonde dans une région aussi difficile, glaciaire. Donc, ils seront très contents d'avoir la technologie apportée par une major pétrolière américaine, quoi. Et puis, bon, il la joue comme tout le monde, un peu comme Zelensky l'a fait avec les terres rares, en disant, on va lui donner un intérêt, lui, ça lui permet de le vendre à son électorat, et donc, ce sera d'autant plus facile d'avoir des concessions. Mais sinon, quelles sont les concessions qu'il a faites à Monsieur Poutine? Où est le rapport de force? Et il pourrait très bien le faire. Je veux dire, il en a les moyens. On pourrait continuer d'armer l'Ukraine, etc. Et en disant, donc il n'y a aucune critique à l'égard de Monsieur Poutine. On a l'impression dans le propos de Monsieur Trump que l'agresseur, la cause de la guerre, bah, c'est Zelensky, alors que bah, tu le sais mieux que quiconque, puisque tu l'avais couvert. L'élection de Zelensky en 2019 a deux piliers. Et l'un, c'est de détruire l'oligarchie. Bon, on peut en douter. L'autre côté, l'autre pilier, si je puis dire, de la campagne de Zelensky à l'époque, c'est de promettre, et il a un mandat très fort, plus de 70%, 73%, je crois, pour négocier. 93. Mhm. 73 pour négocier une paix avec la Russie dans le Donbass à ce moment-là, quoi. Donc il est prêt à le faire, il a été élu pour ça. Il y a une demande de l'Ukraine, alors pas au prix de la souveraineté, et c'est ce qui fait que Zelensky va entrer dans la discussion en disant bon bah nous Minsk je veux bien, mais il nous faut des garanties. Donc il inverse des histoires de calendrier, quand est-ce que les Russes se retirent, quand est-ce qu'on fait les élections et qu'on instaure un statut spécial, etc. Et jamais il l'aura. Donc ça a été très mal compris en France, notamment sur ces accords de Minsk
Minsk en disant Zelensky les a refusés, mais enfin il les a refusés parce que sinon il était forcément et l'Ukraine était forcément le dindon de la farce dans cette histoire quoi. Donc là toute la manière dont c'est engagé montre que c'est à la faveur de la Russie. Je sais même pas s'il fera semblant. Ce que je disais ces derniers temps aux gens à qui je parlais de cette situation, je me disais, parce que Trump parfois dit je vais mettre des sanctions sur la Russie, etc. Donc je me dis, plus il va faire un accord à la faveur de la Russie, plus éventuellement il fera semblant d'être dur avec Monsieur Poutine quand il dit qu'il y aura des sanctions. Alors sur le pétrole, elles peuvent faire mal, mais sur les sanctions sur les exportations, par exemple, c'est juste, enfin ça peut impressionner, mais il y a aucune raison puisque en 2022, sur 686 milliards de dollars d'export des Russes vers l'extérieur, donc seuls 15 ont été exportés vers les États-Unis. Donc c'est une goutte d'eau, donc on peut toujours tout sanctionner. Ça peut faire la une de certains journaux, mais ça n'a aucun effet sur l'économie russe, quoi, par définition. Donc ça fait partie de la com de Trump. Mais là, on a l'impression que ces derniers jours, on va même pas là, quoi. C'est-à-dire qu'il blâme Zelensky de tout, il le traite de dictateur, il reprend les éléments de la propagande russe, et on a l'impression que c'est dans ce cadre que va se négocier cette espèce de paix ou de cessez-le-feu vers lequel on se dirige peut-être. Dernière question, Régis. On comprend la fascination de Donald Trump pour l'Union soviétique, la Russie, les Russes, Vladimir Poutine. Est-ce que Vladimir Poutine, il a aussi une certaine fascination ou peut-être un certain respect pour Donald Trump? Comment est-ce que tu caractériserais son opinion d'après tous les signaux qu'on peut avoir? Alors, on a quelques signaux, on n'en a pas énormément en fait, hein. Mais à connaître Poutine, on se dit qu'il a aucun respect pour lui. Euh, Poutine, en ce sens, même si Poutine peut être très passionné, etc. C'est pas un monstre froid, si froid qu'il en a l'air, mais que, en l'occurrence, ouais, il fait de la pure politique et il utilise le personnage tel que ça peut servir les intérêts de son régime et de la Russie. Donc, je pense qu'il a aucune sympathie pour lui. Il voit les fragilités psychologiques. On a des petits récits, par exemple, il y a un ancien responsable du NSC, du National Security Council américain, pendant le premier mandat, qui s'appelle le général, je crois, McMaster, et bon, il dit avoir les informations comme quoi, comment Poutine manipule Trump. Alors d'un côté, il lui dit, tu sais, Zelensky, à chaque fois qu'il vient aux États-Unis, c'est juste pour chercher des milliards, c'est tout. Alors ça, c'est une conversation secrète, mais le jour où Zelensky vient aux États-Unis, c'était pour l'Assemblée générale en septembre. Il va visiter une usine de fabrique d'armement en Pennsylvanie. Il rencontre Trump à New York ou Washington, je sais plus, et on ne sait À pas New ce qu'ils se York. sont dit à New York. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais une semaine plus tard, Trump prend la parole et critique Zelensky. Zelensky, il vient juste pour chercher des milliards. Donc il reprend la propagande de Poutine qui avait été révélée préalablement par McMaster. Donc là, on se dit qu'il est encore vraiment sous influence, quoi. Et puis autre chose très intéressante qui, à mon avis, va jouer un rôle, c'est que McMaster dit que Poutine lui aurait dit, écoute, vous avez la doctrine Monroe, donc c'est une sorte de doctrine du 19e siècle, début du 19e siècle américain, d'avoir une sorte de sphère d'influence dans sa zone, donc les Amériques pour les États-Unis. Et puis tu adores Theodore Roosevelt, qui est la version très impérialiste du début du XXe siècle de cette doctrine Monroe. Et en gros, Poutine lui vend l'idée que lui, il veut sa doctrine Monroe, mais pour l'ex-URSS, quoi. Et on imagine évidemment que cet argument percute très fort. C'est celui qui est sans doute à l'origine des revendications sur le Canada, le Groenland, le canal de Panama, même s'il y a d'autres dimensions, la question de la Chine, etc., et qui font sens. Mais dans la manière de faire, déjà, elle est très proche de Poutine. Et d'ailleurs, lorsqu'il dit, en gros, je peux mettre la main comme je veux en manipulant l'opinion du Groenland, c'est ce que Poutine a essayé de faire d'abord avec l'Ukraine avant d'y jeter ses tanks. Donc, d'une certaine façon, c'est une manière de légitimer de façon tacite l'agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Merci beaucoup, Régis. Merci à toi. Régis, je mets le lien de ton livre dans la description de cette vidéo. J'encourage évidemment Merci. tous ceux qui nous ont regardés à aller le consulter parce que c'est véritablement passionnant. Merci beaucoup de nous avoir regardés jusqu'au bout. Je file et je vous retrouve très vite.